Nous allons débuter. Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette conférence. Donc on va se présenter rapidement. Jean-Marc Merazian, je suis en charge du développement commercial et marketing de l'agence Search4Site. Et Yann Sauvageon, je suis en charge de l'expertise au sein de l'agence Search4Site. Voilà. Nous organisons régulièrement des conférences, des petits déjeuners, des matinées très riches, mais également des webconférences. Nous animons une newsletter. Donc je vous invite à vous inscrire et vous serez au courant de tous les autres événements. J'en profite également pour vous dire que nous avons de nombreuses sessions de formation. Vous avez un petit catalogue qui est ici, si ça vous intéresse, sur différents sujets, à la fois technique, marketing. Ça s'adresse à la fois aux experts comme aux débutants. Et c'est animé par vraiment des pros du SEO avec une approche très pédagogique, donc n'hésitez pas. Bien, aujourd'hui, le but c'est de vous parler de quelques éléments, quelques pratiques qui peuvent vous aider dans le développement de votre SEO à l'international. On va rapidement présenter l'agence, donc je vais vous embêter 5-10 minutes, pas plus. Et ensuite, vous serez avec notre expert, Yann Sauvageon. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever le doigt. On aime bien répondre. Si vous voulez les garder pour après la conférence, il n'y a pas de souci non plus. Bien, alors le plan rapide de notre présentation, après la présentation de l'agence. On va aborder des points comme la définition d'une stratégie à l'international. Ça ne s'improvise pas, ça se construit. Il y a des méthodes, il y a des choix à faire. Et ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte en amont, en particulier sur le type de plateforme que vous allez utiliser, sur la structure de vos sites, de vos URL, domaines, sous-domaines, etc. Mais également des pratiques à prendre en compte par rapport au contexte dans lequel vous allez vous développer, puisque vous savez que Google est effectivement très présent partout dans le monde, mais il y a certaines régions, comme en Asie, comme en Russie, où vous avez des particularités au niveau des moteurs de recherche qu'il faut prendre en compte également. Donc l'approche locale par zone, par pays également, et bien entendu toute la problématique de ciblage, de positionnement avec votre contenu, puisqu'il ne s'agit pas d'exporter un contenu d'une zone à l'autre. Parfois, il faut l'adapter. On parle de transcréation. Et évidemment, également, prévoir une organisation pour gérer tout cela, pour avoir un reporting, pour faire remonter l'information et pour savoir quelle est la bonne courroie de transmission de l'information pour réussir sa stratégie à l'international. Alors Search4Site fait partie d'un groupe qui s'appelle MyMedia. MyMedia, c'est une agence média qui a construit autour d'elle des expertises, et en particulier l'expertise en search marketing avec Search4Site, mais également des expertises sur des approches de géomarketing, de création de publicité. L'ADN vraiment de MyMedia, c'est la DRTV, c'est-à-dire la publicité à la TV, mais comme on pourrait la gérer sur AdWords, par exemple. Très héroïste, avec de nombreux succès, de nombreuses startups qui ont été lancées et de grandes marques. Alors Search4Site, on couvre à peu près tout le scope des prestations qu'on peut imaginer avec une agence SEO et SIA. On adore relever les challenges, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois parfois avec des grands groupes, parfois avec des startups, avec des PME. On a eu l'occasion de lancer un certain nombre de startups, comme par exemple Mon Échelle, qui est devenu ManoMano, ou comme Doctolib. Et donc on aide en amont à définir une stratégie. Et c'est ça une des forces vraiment de l'agence, c'est d'arriver à être dès le départ efficient, à prioriser vos projets et à trouver le bon ratio entre énergie qu'il va falloir dépenser pour arriver au résultat et impact en termes de SEO. Donc on est très héroïste et on adore tous les sujets qui peuvent nous challenger. Et en ce moment, il y a beaucoup de sujets, en particulier sur le mobile, qui devient stratégique,
mais également le développement à l'international. Et puis, souvent, on a des clients qui changent de plateforme, et donc il faut aider les migrations. Alors, un petit point sur l'histoire, très très rapide. L'histoire débute en 99, donc quasiment en même temps que Google, même en même temps que Google, en France, avec l'agence Synaudience à Nantes. Ensuite, la start-up Search4Site s'est développée. Et puis, on s'est marié en 2016 pour devenir un pôle d'expertise de 65 experts en France en search marketing. Et puis 2018, on essaye de repousser encore les frontières du search avec beaucoup de R&D et des travaux en particulier sur le NLP, le Natural Language Processing. Alors nos forces, un triptyque gagnant, c'est définir une stratégie, avoir une vraie expertise technique pour vous aider à intégrer et implémenter, mais également du service derrière, de l'accompagnement, puisque souvent, une bonne recommandation peut avoir des effets de bord qui sont néfastes si ce n'est pas correctement intégré et contrôlé. Donc on est là justement pour vous aider, pour vous accompagner. Donc on fait vraiment le grand écart entre la définition de la stratégie et l'accompagnement très opérationnel. Alors quelques points, effectivement, on a des formations de très haut niveau, on a déjà eu plus de 600 participants. On nourrit une veille technologique régulière, et donc je vous invite encore une fois à vous inscrire à la newsletter. Aujourd'hui, c'est environ 65 experts. L'agence est dirigée par Philippe Yonnet, que vous connaissez peut-être. Et puis, nous avons une vraie expertise aujourd'hui auprès du top 50 des sites français, puisque on a à peu près 40% de nos clients qui font partie de ce top 50. Alors, notre panoplie d'outils et de services qu'on peut proposer, elle est variée. Ça va de l'analyse. Alors, nos analyses sont toujours accompagnées de recommandations, toujours. Mais ce qu'il faut retenir, encore une fois, c'est l'aspect stratégique et l'aspect assistance. Et évidemment, le monitoring est un point important puisqu'on mesure tout ce qu'on fait. On a une approche entre guillemets scientifique au niveau du SEO. En termes de qualité de service qu'on peut produire et de conseils, tous nos consultants sont formés en interne. On a la SF Academy, donc en continu, ils sont formés. Et ils sont encadrés par une équipe de seniors qui veillent en permanence à la bonne réussite des missions. C'est-à-dire que les seniors de l'agence sont énormément impliqués dans les missions avec nos clients. Nos consultants, qui sont des consultants internes de l'agence, ne sont jamais laissés seuls sur un dossier. Ils sont toujours accompagnés par une équipe senior. Donc nos experts sont certifiés à la fois sur la partie SEO et SIA. Donc ça, c'est aussi un garant pour vous d'avoir toujours des consultants qui sont up-to-date en termes d'évolution de l'algorithme de Google, de nouvelles techniques en termes d'annonces au niveau du SIA. Alors on a une vraie expertise technologique. On a travaillé sur toutes les plateformes qui sont là et plus encore. Donc c'est un travail très opérationnel puisque souvent elles sont vendues SEO friendly. Et en fait, on s'aperçoit qu'elles qu'elles sont rarement SEO friendly out of the box. Et il faut souvent adapter au contexte de chacun de nos clients pour arriver à tirer les meilleures performances de chacun de ces outils. Alors certains sont plus faciles à optimiser, d'autres sont plus complexes, par exemple comme Ibris ou comme CQ5, 6 maintenant. Le paramétrage des outils de recherche également est ultra important dans la réussite de vos stratégies. Quelques références SEO. Alors évidemment, on a tendance à mettre les plus grands comptes, mais on travaille encore une fois énormément avec des startups et avec des PME. Ça vous donne quand même un aperçu de la typologie de problématiques qu'on peut aborder, des problématiques purement e-commerce, des problématiques de déploiement à l'international pour LVMH par exemple, des problématiques qui sont liées au marché du média, donc des sites à très fort trafic, très forte volumétrie. En SIA également, quelques références.
Bien, on va arriver à notre sujet par rapport à sa stratégie SEO à l'international. Quelques points à retenir, c'est qu'on a vraiment tissé un réseau d'experts partout dans le monde, avec des vrais correspondants, parfois des anciens consultants même de l'agence sont partis à l'étranger s'installer et sont devenus nos correspondants. On a également en interne des personnes qui peuvent être bilingues ou trilingues, des consultants qui permettent vraiment d'avoir une vision un peu holistique sur les problématiques de contenu, par exemple. Voilà, et la SF University, encore une fois, vous avez les petits catalogues de formation ici. On est partenaire de stratégie des Échos, de French Web, et je vous invite à la fois consulter le programme. On peut faire des formations sur mesure ou celles qui sont proposées de manière générique dans le catalogue. Donc là, rapidement, on va passer. C'est l'exemple d'un dashboard qu'on peut monter. Contactez-nous si vous avez besoin de ce type d'information, de ce type d'approche. Là, par exemple, ce dashboard, il a été plugué à différentes API d'outils existants et fait remonter de l'information pertinente. Ensuite, il faut l'analyser, bien sûr. Bien, je laisse la parole à Yann Sauvageon, qui est un de nos experts et fondateur de l'agence Synaudience. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci Jean-Marc. Vous m'entendez bien? Ouais, super. Donc on a cinq étapes que Jean-Marc vous a présentées en amont dans le sommaire. La première, c'est construire sa stratégie internationale. Donc la question à se poser lorsqu'on va rentrer dans une stratégie internationale, avant même de lancer un nouveau marché ou de lancer un nouveau pays ou de lancer une nouvelle langue, c'est de savoir où on va se lancer. Donc on va identifier le potentiel. Où est vraiment le potentiel? Est-ce que ce que je propose sur le marché français, par exemple, bénéficie de la même demande sur un autre marché? On va ensuite prioriser quelles sont les notions de volume. Où est-ce que le marché est le plus gros? Est-ce que le marché a une tendance ascendante ou descendante? Et jauger la concurrence locale. Donc on va prendre un premier exemple autour d'un marché qui est plutôt en baisse, en tout cas du point de vue français, qui est le marché de la comparaison de prix. Vous connaissez bien ce marché-là. Il a été un peu atomisé par Google, qui s'est lui-même lancé sur la comparaison de prix avec ses propres services. Et grâce à l'outil que certains d'entre vous connaissent peut-être, Google Trends, on voit que sur des marchés comme le marché britannique, le terme de comparaison de prix est un terme qui est en baisse en termes de tendance, en termes d'intérêt sur ce marché-là. Donc on est bien sur un marché qui est en baisse. On pourrait se dire, c'est effectivement, en France, c'est à peu près la même situation, et on pourrait en tirer une conclusion assez rapide que Google a effectivement pris des parts de marché, que finalement, il n'y a plus de place pour ce marché-là. C'est la même chose sur le marché allemand, par exemple, où on a une tendance à la baisse large depuis 2004. En fait, si on va sur d'autres marchés, marché espagnol, par exemple, on voit que le marché il commence à baisser, mais quand en Allemagne il baissait largement, le marché espagnol, lui, à partir de 2012, s'est consolidé et est resté relativement haut. Donc, tirer des conclusions trop rapides sur un marché par rapport à la connaissance de 1, 2 ou 3 marchés, c'est vraiment une erreur d'un point de vue international. Bien évidemment, il va falloir s'intéresser à chacun de ces marchés. Autre exemple sur une tendance vestimentaire du moment, en tout cas en France, le Jean Destroy. Est-ce que ce jean fait l'unanimité dans l'ensemble des pays du monde? Question qu'on pourrait se poser. En France, on voit que la tendance 2016, là on est en plein dans le pic sur le Jean Destroy, en tout cas sur l'appellation Jean Destroy. Est-ce que cette requête est faite de la même manière sur d'autres pays? Donc intéressons-nous au marché allemand. On voit que le marché allemand, donc, sur cette requête-là, a commencé dès début 2015. Alors c'est moins flagrant, mais on voit qu'il y a quand même une tendance haussière. Sur le marché italien, la tendance est bien là également. Elle a commencé également aussi début 2015. On voit qu'elle est... on se pose des questions parfois, mais en tout cas, elle est là, la question. Et sur le marché US, Ripped Jeans, on voit que la tendance est également là à partir de début 2016. Donc on voit que c'est un marché, si vous êtes sur ce marché du prêt-à-porter, si vous ne l'avez pas adressé, il est en train... Est-ce qu'il est en haut du pic ou encore en train de croître? Ça, je ne peux pas le prédire. En tout cas, on voit bien qu'il est sur une tendance ascendante sur pas mal de marchés. Alors, la vigilance à avoir avec cet outil, Google Trends, c'est que ce n'est pas un outil qui vous précise les volumes de recherche. Ça précise une tendance relative par rapport à un marché. Ce n'est pas parce qu'on a une tendance qui est haussière qu'on a un gros marché.
tendance, bien différencier la tendance et le volume. Donc sur les 4 expressions que je vous ai présentées là, vous allez voir qu'on est sur des volumes très différents. Sur la France, le fameux Gene Destroy, c'est 1000 requêtes mensuelles. Sur l'Allemagne, 6000 requêtes. Sur l'Italie, 15 000 requêtes. Sur le marché américain, bien évidemment, on est sur des volumes plus élevés, 33 000 requêtes. Donc là, encore une fois, je ne peux pas tirer de conclusion là-dessus. C'est-à-dire que dire que le marché du Gene Destroy en France se limite à la requête Gene Destroy, c'est faire une erreur. Pareil sur le marché allemand. Potentiellement, on passe à côté de certaines requêtes. Donc le vrai travail, c'est d'identifier la tendance et d'identifier l'ensemble des requêtes qui sont relatives à un produit ou à un service. Donc si je prends sur le marché allemand, donc The Rhinoce Jeans, vous allez avoir Gene avec True, Gene Destroy aussi, et Gene avec j'ai plus le terme en français, mais le fait de défilocher son Gene, voilà le terme exact en français. Donc l'analyse du marché passera par une analyse sémantique qui aura pour objectif de bien définir l'ensemble du champ sémantique sur chacun des pays et pas tirer de conclusions hâtives par rapport à un mot-clé ou une seule expression. Alors, le premier travail que vous pouvez faire, c'est d'utiliser Google Keyword Planner, comme on le verra par la suite. Et il y a notamment un outil, alors qui est un outil un peu vieillissant côté Google, mais qui fonctionne encore, qui s'appelle le Google Global Market Finder. Donc vous allez rentrer une requête, ici Ripped Jeans, vous indiquez à partir de à quel marché se réfère cette requête-là, donc États-Unis et anglais, et vous allez avoir en fait des prédictions sur chacun des marchés sur les volumes. Et si vous cliquez ici, vous aurez un premier niveau de traduction de la part de Google. Alors encore une fois, ça va prendre avec des grosses pincettes, parce que Google va faire des traductions directes, mais il peut passer à côté d'expressions qui sont pas directement traduisibles telles quelles. Mais c'est une première approche, un premier pied à l'étrier qui vous permet ensuite de détecter des expressions relatives à ce marché-là. Alors, la deuxième étape sur le marché, sur le SEO international, c'est de choisir une structure technique. Et souvent, c'est là qu'il y a énormément de questions, parce qu'il existe plusieurs solutions techniques lorsqu'on se lance à l'international. Alors, quand on parle de l'international, on ne parle pas forcément d'un pays. On parle d'un pays, on parle d'une langue, on parle de pays et de langue, et c'est toutes ces questions qu'il va falloir se poser avant de choisir sa solution technique. Alors, si on liste un peu les différentes solutions techniques, les voici. La première, c'est de choisir ce qu'on appelle des CCTLD, donc des Country Code Top Level Domain. Donc pour être très simple, des .fr, des .uk, des .jp, des .ru. Donc des noms de domaine pour chacun des pays que vous ciblez. Le deuxième niveau, qui équivaut au premier, ce qu'on appelle des Country Code Second Level Domain Name. Finalement, c'est des .co.uk, des .co.jp, mais qui reviennent, on peut les mettre dans la même famille, ces noms de domaines-là. Le troisième axe, c'est de travailler sur des sous-noms de domaine. Donc pour chacun des pays que vous allez cibler, ou des versions linguistiques. Là, je vous l'ai fait en version pays, mais ça peut être des versions linguistiques sur les sous-noms de domaine. Donc uk.mondomaine.com, etc. Et la dernière solution, ce sont les sous-dossiers sur des domain names génériques, donc les GTLD, donc Generic Top Level Domain Name. Donc là, on va tout simplement avoir des sous-dossiers. Je pense que vous connaissez en fait ces 4 solutions au niveau technique. En tout cas, vous les avez tous vues plus ou moins. Il n'y a pas une solution parfaite. Il n'y a pas une solution idéale. Ça va vraiment dépendre en fait de vos moyens techniques, de vos objectifs, de vos moyens tout court et du ciblage que vous avez sur chacune de vos zones. Et on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions. Donc ça dépend déjà de votre ciblage. Est-ce que vous avez un ciblage global ? Est-ce que finalement vous avez une marque qui est globale, qui s'adresse au monde entier, avec très peu de différenciation par pays, dans votre marketing en tout cas. Apple par exemple, voilà, on a une différenciation sur le tarif, mais le produit est globalement le même partout dans le monde. Une différenciation par pays ou une différenciation par langue. Tout ça, c'est pas la même chose et ça engendre des choix techniques qui vont être différents. Donc il n'existe pas une solution parfaite, c'est un compromis moyen-objectif. Donc si on reprend les 4 ou 3 solutions précédentes, voilà les avantages et les inconvénients. J'ai regroupé les 2 premières. Donc les noms de domaine dédiés, l'avantage de cette solution-là, c'est qu'on va avoir un ciblage géographique très clair. C'est-à-dire que vous allez pouvoir distinguer en fait chacune des zones géographiques et avoir des messages dédiés, des politiques tarifaires dédiées par zone géographique, sans forcément que le lien d'une zone géographique à une autre soit relativement simple. Le gros désavantage de cette solution-là,
c'est le coût des NDD, des noms de domaine, puisque vous allez être obligé de déposer des noms de domaine dans chacune des zones géographiques ciblées. Quand vous êtes une marque internationale et que vous ciblez plusieurs pays, ça devient tout de suite des coûts non négligeables. Il y a des risques de cybersquatting. Il peut s'avérer que sur certains pays, votre nom de domaine soit déjà déposé. Il y a un coût d'infrastructure. Il faut avoir des serveurs dédiés et une infrastructure beaucoup plus complexe à gérer lorsqu'on a plusieurs noms de domaine. Il y a des notions légales également pour déposer certains noms de domaine dans certaines zones géographiques, ne serait-ce la Chine. Il faut avoir une localisation en Chine et certains certificats qui sont nécessaires pour déposer ces noms de domaine-là. Et puis, il y a une notion de popularité. Vous savez qu'en SEO, la popularité est clé. Avoir plusieurs noms de domaine, c'est diluer cette popularité sur plusieurs noms de domaine. L'avantage des sous-noms de domaine, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre est beaucoup plus simple. C'est finalement le même site avec des sous-noms de domaine dédiés. Le ciblage géographique peut être géré à partir de la Search Console. On reviendra là-dessus après. On peut séparer relativement aisément encore les zones géographiques et on peut avoir plusieurs serveurs, ce qu'on ne pourra pas avoir avec les sous-dossiers. Alors ça, c'est important, notamment sur des zones géographiques spécifiques comme la Chine, où il va falloir avoir quasiment le serveur en local pour pouvoir espérer avoir de bonnes positions. Le ciblage géographique reste moins évident. Les sous-dossiers, c'est la solution la plus simple à mettre en œuvre, la moins coûteuse en maintenance notamment. Par contre, elle nécessitera, si vous avez le souhait d'aller sur certains marchés, vous ne pourrez pas le faire avec les sous-dossiers. Alors, une fois que je vous ai dit ça, on peut aussi le voir d'une autre manière, d'un point de vue complètement marketing. Si j'ai un marketing très local, une marque très forte et qui a envie d'avoir un message très différencié d'un marché à l'autre, je vous invite à aller plutôt sur ce type de solution technique. Si vous avez un marketing qui est plutôt global, peu de différenciation d'un pays à l'autre et des moyens relativement limités, on ira plutôt vers le sous-dossier. Encore une fois, il n'y a pas une solution parfaite, mais il y a des questionnements à avoir pour aller vers la solution qui vous convient le mieux. Alors, je vous donne un exemple sur typiquement des sociétés qui sont en général à l'international, les compagnies aériennes. Quels ont été les choix faits par un certain nombre de compagnies aériennes? Vous avez ici sur la gauche, en fait, les compagnies aériennes qui ont fait le choix d'avoir des noms de domaine dédiés. Et sur la droite, les sociétés qui ont choisi soit des sous-noms de domaine, soit des sous-dossiers. Donc ça vous donne rapidement la tendance, qui n'est pas forcément de déposer des noms de domaine par zone géographique. Air France l'a fait, American Airlines l'a fait. Pour connaître une partie des gens qui travaillent chez Air France, pas vraiment un choix, c'est plutôt un choix historique, mais s'ils avaient à le refaire, probablement qu'ils iraient vers les solutions de droite en termes de maintenance et de coût. Une subtilité très importante, et souvent on a des erreurs qui sont faites là-dessus, un pays n'est pas une langue. Alors ça, c'est autant du SEO que de l'UX, et notamment en termes d'UX, mais ça a un impact en SEO. Il faut toujours utiliser le nom du langage dans son format local, dans sa navigation. Ne serait-ce que pour l'utilisateur, mais également pour le moteur de recherche. Ça lui permet de comprendre que le lien qui pointe vers un site va l'amener sur une zone géographique et sur une langue dédiée qui est différente. Je vous donne un exemple. Ici, un mauvais exemple. Ici, j'ai toutes les langues en anglais. Or, quand je suis japonais ou coréen ou cantonais ici, je ne parle pas nécessairement l'anglais et donc je ne vais pas comprendre. Bon exemple sur Melbourne, vous avez ici finalement, effectivement, je ferme mon switch. C'est un peu comme quand un copain vous modifie la langue sur votre téléphone portable. C'est difficile de revenir dans les paramètres pour changer sa langue. C'est un peu pareil ici. Donc pays n'est pas égal à une langue. Pareil sur les drapeaux. Parfois, on a des changements de langue qui se font grâce au drapeau. C'est-à-dire que le drapeau américain serait représentatif de la langue anglaise, qui n'est pas le cas. Un drapeau ne représente pas une langue. Mauvais exemple. Ici, l'anglais est représenté par le drapeau américain. Alors ici, on est sur pas mal d'aberrations. Le portugais ne serait que le Brésil, etc. Donc, les drapeaux ne sont pas des langues. Il y a même un site complètement dédié sur le sujet. Je vous invite à y aller, flagsarnotlanguages.com. On dépasse ici un peu le domaine du SEO, mais c'est aussi de l'UX. Et avoir des bonnes pratiques, c'est quand même pas mal. Donc, OK, vous avez choisi une solution technique entre les trois solutions que je vous ai présentées. Ce n'est pas suffisant. Il va falloir ensuite envoyer des signaux très clairs au moteur pour qu'il comprenne où se situe votre site et quelle zone géographique vous ciblez. Il y a plein de signaux que les moteurs de recherche vont prendre en compte et qui vont s'accumuler les uns aux autres. C'est-à-dire que Google et les autres moteurs ne prennent pas qu'un signal en compte. C'est l'accumulation, l'addition de signaux
qui vont permettre au moteur de recherche de bien comprendre où se situe votre site. Alors je les ai classés ici du plus important au moins important, selon les informations que nous avons de la part de Google et aussi par les tests que nous réalisons au quotidien avec nos clients. Donc le critère le plus important, lorsqu'on dépose un nom de domaine dédié, donc un CCTLD, Country Code Top Level Domain, un .fr, un .co.uk, un .co.jp, etc. Là, ça prend la priorité sur tout. C'est vraiment le signal majeur. Maintenant, si vous ne faites pas le choix d'avoir un nom de domaine dédié, il y a d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte. Le balisage hreflang, on va y revenir après, c'est un balisage spécifique au sein du code qui permet de spécifier à quelle zone géographique votre page est dédiée. Alors, zone géographique plus langue, on va pouvoir spécifier les deux, notamment pour des pays où on a plusieurs langues. Je pense à la Suisse, par exemple, où on va avoir français, italien, allemand. Je vais pouvoir spécifier effectivement la zone géographique plus la langue. Dans la Search Console, vous allez pouvoir spécifier seulement pour les sous-noms de domaine et les sous-dossiers la zone géographique ciblée. Le serveur également peut être pris en compte, l'adresse IP du serveur. Donc notamment pour certaines zones géographiques, c'est très important. Je vous parle de la Chine, mais la Russie aussi, ça peut jouer. La langue utilisée, alors bizarrement, ça arrive en cinquième critère, mais effectivement, Google va également regarder la langue utilisée sur la page. Les infos sur la page, donc adresse, les devises utilisées également peuvent être des critères et des indices. Google, quand on parlera de Google et quand on ciblera Google, Google My Business va être également un élément si vous avez lié votre site à Google My Business. Et puis en dernier lieu, la provenance des liens. Si vous ciblez le marché chinois et que vous n'avez que des liens qui proviennent des États-Unis, par exemple, c'est un signal négatif sur le fait que votre site est dédié à ce marché-là. Inversement, si vous ciblez le Brésil et que vous n'avez que des liens qui proviennent du Portugal, là, c'est un signal un peu ambigu pour Google. Il ne sait pas vraiment quel est le marché que vous allez cibler. Donc, parmi les éléments importants, la Search Console, en troisième position, est un élément important. Donc, au sein de votre Search Console, qu'on appelait historiquement Google Webmaster Tools, vous allez pouvoir spécifier la zone géographique de votre sous-nom de domaine ou de votre sous-dossier. Alors, pour pouvoir gérer au niveau du sous-nom de domaine ou du sous-dossier, il faut créer autant de comptes Search Console que vous avez de sous-domaines ou de sous-dossiers. Vous ne pouvez pas le gérer au sein d'un seul domaine. Il va falloir créer autant de Search Console que de sous-domaines ou de sous-dossiers. Le balisage hreflang, introduit en décembre 2011 par Google, va vous permettre également de spécifier page à page quelles sont les zones géographiques que vous ciblez. Alors là, je rentre, si ce n'était pas compliqué, là ça devient un peu plus. Je rentre dans du code. Donc vous allez pouvoir spécifier sur une page la zone géographique ciblée. Donc ici, on va prendre par exemple NLBE. Donc là, vous avez la langue en premier et ensuite la zone géographique. Donc je cible la version belge. Donc pour avoir la version belge de cette page-là, en néerlandais, ça sera cette adresse-là. Donc ça, on va le spécifier sur une page. Donc si j'ai une page par défaut, et au sein du code, je vais spécifier l'ensemble des pages alternatives qui sont les équivalents ou les miroirs de ma page par défaut sur chacune des zones géographiques ou des couples langue, zone géographique. Alors, un petit test que vous pouvez faire pour voir comment votre site apparaît sur chacune des zones géographiques que vous ciblez, c'est essayer de requêter vos mots-clés dans les zones dédiées, et notamment sur les versions linguistiques ou les différentes versions de Google. C'est très difficile de le faire aujourd'hui parce que Google vous redirige systématiquement vers le .fr. Vous pouvez changer la langue, mais il va vous rediriger vers le .fr. Donc, il y a quelques astuces qui existent pour y arriver. De manière simple, il existe un site qui s'appelle isearchfrom.com qui vous permet de faire des tests relativement simplement. Donc je vous invite à y aller sur ce site-là. Alors pour ceux qui prennent des notes ou qui prennent des photos, allez-y, prenez plein de photos et partagez sur Twitter. Cependant, on mettra aussi la présentation sur SlideShare si vous la voulez. Alors pour checker le fait que vous ayez bien mis en place un certain nombre d'éléments, et notamment le balisage hreflang, il existe des crawlers qu'on va utiliser pour voir si vous avez bien installé ce balisage hreflang. On utilise des crawlers du type DeepCrawl, Botify ou Screaming Frog encore, qui vont nous permettre de nous assurer que tout est bien en place. Alors, au-delà des critères hreflang, il existe d'autres typologies de balises que vous pouvez mettre au sein de votre site pour spécifier la langue. Il faut savoir qu'il y en a qui existent, mais qui ne servent absolument à rien. Enfin, elles ne servent à rien aux yeux des moteurs, en tout cas.
Ce qui est pris en compte par les moteurs, notamment par Google, c'est le hreflang. Ce qui n'est pas pris en compte, c'est ce type de balisage. Donc le HTML-lang au sein du doctype, la meta-language ou d'autres types de balises de géolocalisation comme géoposition ou distribution. C'est un peu du détail, mais sachez que si un jour vous êtes amené avec des développeurs à vous poser des questions là-dessus par rapport au SEO, aujourd'hui ça n'a aucun impact. Alors je vous ai donné la liste priorisée des éléments importants aux yeux de Google. Mais bien évidemment, il n'y a pas que Google, notamment lorsqu'on fait du SEO à l'international. Pour la Chine, et notamment pour Baidu, qui est le moteur majeur en Chine, il y a des règles très précises à respecter. En Chine, il y a ce que vous connaissez, le Great Firewall, qui fait qu'il y a un certain nombre de sites qui ne sont pas accessibles de la Chine à partir du moment où ils sont localisés ou sur des serveurs en dehors de Chine. Donc un certain nombre d'éléments qui vont être importants, c'est déjà la présence physique. Pas la présence physique de votre serveur, de votre site sur des serveurs chinois, votre présence physique. Le fait d'avoir des bureaux en Chine est un élément qui rentrera en ligne de compte. Et quand on dit en Chine, c'est mainland China. Donc c'est pas forcément, ça ne prend pas en compte Hong Kong par exemple. Il faut vraiment être sur le territoire chinois. Il faut avoir ce qu'on appelle un ICP, Internet Content Publisher. Alors je ne sais pas qui cible la Chine ici. Ok, il y en a quelques-uns, donc ça peut intéresser quelques-uns. Donc la licence ICP, depuis septembre 2000, est nécessaire pour pouvoir être hébergé en Chine. Vous pouvez ensuite être hébergé en Chine sur un serveur chinois ou sur un serveur de cache, les fameux CDN, Content Delivery Network. Donc ici, chinacache.com. Donc la Chine n'est pas Hong Kong, Macao, Taïwan, je l'ai dit précédemment. Sachez que le fait d'être sur un CDN global, par exemple un CDN américain qui a des serveurs en Chine, ça ne vous assure pas à 100% d'être présent dans Baidu. Tout le contenu doit être hébergé en Chine, ça paraît évident par rapport à ce que j'ai dit avant. Même les librairies JS, donc les fameuses librairies de fonctionnalités JavaScript, qui en général sont des librairies qui vont être chargées à partir de serveurs américains par exemple, il faut les héberger aussi sur vos serveurs. Le linking en provenance de sites chinois, le nom de domaine. Alors le nom de domaine, pour le coup, finalement, ça a moins d'impact que le fait d'être hébergé en Chine. On peut avoir un .com et être bien positionné en Chine à partir du moment où on est hébergé en Chine. Le chinois simplifié. Et puis pour Baidu, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une petite parenthèse ici, mais sachez que le fait d'ouvrir une campagne sur Baidu, à l'inverse de Google, parce qu'il n'y a pas de corrélation directe chez Google, là, ça peut avoir un impact. Donc, la stratégie d'hébergement, donc hébergement centralisé, comme on l'a vu tout à l'heure, hébergement en local ou CDN. Il ne faut pas se dire il faut absolument que je sois en local sur tous mes pays. Ce n'est pas vrai. N'allez pas dupliquer votre site sur des serveurs locaux dans l'ensemble des pays que vous souhaitez cibler. Il y a seulement quelques pays où c'est important. La Chine, par exemple. Pour le reste, vous pouvez gérer avec des CDN. Donc, ils vont dupliquer votre site sur les zones géographiques prioritaires. Donc, un CDN, c'est Content Delivery Network. Un des CDN les plus connus dans le monde, c'est Cloudflare, donc qui a effectivement des hébergements en Chine. Voilà, donc ça a été déployé il y a 2-3 ans par Cloudflare. Mais sachez que même le fait d'être sur Cloudflare, qui n'est pas un acteur chinois, ne vous garantit pas d'être bien positionné sur la Chine. Il y a un précédent là-dessus. En 2014, la Chine a bloqué un CDN qui n'était pas un CDN chinois et a bloqué du coup l'accès à des milliers de sites à partir de la Chine. Ne pas oublier également donc les no-go, les URL avec paramètres de langue. Le fait de passer votre paramètre de langue, votre langue en paramètre d'URL, ça c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Le fait de rendre vos contenus dynamiques en fonction de l'IP de l'internaute, c'est-à-dire je reste sur la même URL, mais mon contenu change en fonction de la provenance de mon utilisateur ou de la langue de mon navigateur. Ça, c'est des choses que Google n'apprécie pas. Alors Google, malgré tout, a lancé en janvier 2015 un crawler. Le crawler de Google, jusqu'en janvier 2015, il avait une IP américaine. Donc si vous lui livriez à partir du moment où vous personnalisez votre contenu à partir de l'IP de l'utilisateur, lui, il allait voir que du contenu américain. Depuis janvier 2015, il a des crawlers avec des IP par pays. Malgré tout, il continue de conseiller d'avoir des versions différenciées et d'héberger son site sur des CDN notamment. Donc ça, je vais le passer rapidement. Alors Google, on a beaucoup parlé de Google, mais pas que. Si on fait un rapide tour de piste des parts de marché dans le monde, bien sûr, Google est dominant sur une grande partie des marchés. Ici, ce sont des données desktop de février 2016. Vous voyez, sur une grande partie des marchés, on a Google qui a plus de 80, voire plus de 90% de parts de marché. En France, on est à quasiment 90% de parts de marché. Alors ces parts de marché, il faut les prendre là aussi avec des grosses pincettes.
ça varie énormément en fonction des acteurs qui font les études, en fonction du fait que ce soit Bing ou Google qui vous communique la donnée en direct ou en fonction que ce soit un tiers. Ici, il est intéressant de voir que Google a 80% de part de marché sur le marché US, selon cette étude qui n'est pas une étude Google. Alors certains marchés résistent malgré tout, vous les connaissez peut-être en partie ces marchés-là, la Chine, Hong Kong, la Russie, la Corée du Sud, Taïwan, le Japon, la République tchèque. Donc ces quelques marchés ont des mastodons, soit parce qu'ils sont poussés au niveau politique, soit parce qu'ils ont décidé de sortir Google, comme la Chine, soit parce que historiquement, effectivement, il y a un acteur qui a réussi à rester dominant sur le marché. Donc voilà les logos de ces acteurs alternatifs. Donc vous connaissez Google et Bing, Baidu, 360 sur la Chine, Yahoo, Yandex, Naver sur la Corée, Seznam sur la Chine. Sur le Japon, historiquement, Yahoo est une société juridiquement différente du Yahoo classique au Japon et qui a réussi aussi à avoir des parts de marché relativement importantes sur le marché japonais. Voilà par exemple sur le marché asiatique des exemples de parts de marché. Donc vous voyez que Google malgré tout a des bonnes parts de marché. La Corée du Sud, on a Naver effectivement qui est très important. La Chine, Baidu qui est très important également. Donc ça, c'est des données qui datent déjà un peu, c'est du janvier 2016. Il y a peu de données en fait qui sont communiquées de manière assez objective sur ces marchés-là. Alors, un acteur à ne pas oublier, c'est Bing. On en a peu parlé, mais Bing sur le marché notamment américain est extrêmement important et continue de gagner des parts de marché. Alors ici, vous avez des données communiquées par Bing. Donc on va les prendre avec des pincettes, parce que sur le marché américain, Bing nous communique 33% de parts de marché. Donc la vérité, elle est entre 15 et 33%. Malgré tout, si vous ciblez le marché américain, Bing est loin d'être à négliger. Alors si je vous parle de ces moteurs de recherche-là, ce n'est pas pour le plaisir d'en parler, c'est qu'ils ont des règles spécifiques. Donc il y a des règles sur chacun de ces moteurs-là qu'ils sont à respecter. Donc là, on va être un peu pris par le temps pour vous expliquer les règles de chacun de ces moteurs-là. Sachez qu'il existe par exemple des Search Consoles dédiées sur chacune de ces marchés-là. Donc par exemple sur Naver, Corée du Sud, il y a des Webmaster Tools. Sur Yandex, vous avez des Webmaster Tools. Donc, même si vous ne parlez pas russe, il y a une version anglaise. Sur Baidu, il y a également une version de la Search Console. Donc vous allez pouvoir inscrire votre site sur ces Search Consoles-là et avoir des informations sur le fait que votre site se positionne bien ou pas, ou comment il est vu par le crawler de chacun de ces moteurs de recherche-là. Bing également a son moteur de recherche, sa Search Console également. Donc la quatrième étape, en termes de SEO international, c'est de soigner son contenu. Je pense qu'on a tous plus ou moins été confrontés à ce type de traduction relativement mauvaise. Bien évidemment, je tire le trait ici, mais on n'y comprend rien. Donc au-delà de la traduction, le sujet, c'est de comment on va travailler son SEO. Et bien évidemment, il va falloir soigner son contenu. Alors, quelques exemples, c'est de faire de la traduction, et même quand on fait de la traduction de qualité, on peut se retrouver avec de grosses erreurs. Les faux amis, vous les connaissez. Il peut y avoir des faux amis entre langues et même dans une même langue. Exemple, en anglais, sur le marché américain, le terme comforter renvoie en fait à des dessus de lit sur le marché US. Sur le marché UK, le terme comforter renvoie à des doudous. Ce n'est pas la même chose. Et on pourrait être tenté de travailler sur le même mot-clé à partir du moment où on travaille avec des traducteurs qui sont d'origine américaine ou d'origine anglaise, britannique. Autre exemple, sur l'espagnol, si certains parlent espagnol ici, abricot en espagnol, voilà comment Google va nous le traduire. Il s'avère que sur les marchés sud-américains, on ne le traduit pas de la même manière. Sur l'Argentine, le Mexique, l'Uruguay, le Chili, on ne va pas avoir le même terme. Donc ça, c'est des vigilances à avoir qui sont relativement simples pour dire qu'on ne travaille pas sur de la traduction, mais sur de la transcréation. Donc comment on va choisir ces mots-clés ? Bien évidemment, là, on va revenir sur des étapes relativement classiques du search. Donc on va choisir ces mots-clés et ensuite organiser sa rédaction. Donc, pour choisir ces mots-clés, on revient sur un outil que vous connaissez sûrement tous, le Keyword Planner. Le Keyword Planner de Google. Donc ici, sur Vol Paris. Donc vous allez pouvoir notamment sur la gauche, en haut à gauche, choisir votre zone géographique et la langue ciblée. Donc là, Italie et italien. Cet outil Google fonctionne sur une grande partie des marchés. Sachez, de la même manière qu'il existe des Search Consoles sur les marchés spécifiques qu'on a vus précédemment, il existe des Keyword Planners
sur les marchés internationaux. Baidu a son keyword planner, donc index.baidu.com. Yandex a son keyword planner, ici par exemple sur la requête billet Paris en russe. Et sachez qu'il existe également des outils, des bases de données de mots-clés qui permettent de rendre ce travail beaucoup plus rapide. On ne va pas forcément requêter en direct ces outils-là, on va passer par des outils tiers qui nous permettent de récolter des bases de données en masse. Donc, parmi ces outils tiers, vous connaissez probablement SEMrush, peut-être qu'ils sont dans la salle, puisqu'ils ont un stand ici sur le salon. Searchmetrics, un troisième outil qui est moins connu, qui s'appelle Dragonmetrics, qui est l'équivalent de SEMrush et Searchmetrics sur les marchés asiatiques. Sachez que travailler sur SEMrush et Searchmetrics sur les marchés asiatiques, vous allez être relativement limité. Dragonmetrics va permettre d'aller beaucoup plus loin et va permettre d'une part d'avoir des bases de mots-clés beaucoup plus fiables et également, lorsqu'on va tenter de suivre ces positions sur ces marchés-là, on aura des choses plus fiables avec Dragonmetrics. On arrive au plus important. Tout ce qu'on a vu avant, c'est important, mais le plus important, c'est la connaissance et la compréhension du marché. Finalement, c'est là où on va vraiment déployer sa stratégie internationale. C'est avec qui je vais travailler pour pouvoir choisir mes mots-clés et avoir un déploiement international qui prend en compte en fait, les tendances, les habitudes du marché, les enjeux locaux, ce qu'on appelle les expressions idiomatiques, ce qu'on a vu précédemment, le fait de ne pas traduire, bien sûr, à la lettre, mais également prendre en compte la législation locale. Pour vous donner un exemple, tous ces marchés parlent allemand. L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Suisse et l'Italie. Si vous les abordez avec un traducteur allemand, vous êtes sûr de vous planter largement. Parce qu'il y a des manières de parler l'allemand qui sont très différentes entre l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Suisse et l'Italie, c'est évident. Et on le teste au quotidien avec nos clients. De la même manière, ils parlent portugais. Les plus gros marchés portugais dans le monde, Brésil, Mozambique, Angola et Portugal. Là aussi, si vous faites appel à un traducteur portugais pour le Brésil, vous vous plantez largement. Donc ça exclut d'emblée la traduction automatique, bien évidemment. Il suffit, c'est une évidence. Les cabinets de traduction à la chaîne, ça les exclut d'emblée parce qu'ils vont faire une traduction, parfois correcte, le plus souvent correcte, mais souvent elle ne prend pas en compte la dimension search et la dimension locale. Et elle ne prend pas l'expression idiomatique. Ils vont parfois vous traduire des expressions qui se disent en anglais sur le marché, par exemple. Ça, il n'y a qu'un local qui peut vous le dire. Il y a quelques années, quand on a commencé à travailler sur le marché, sur les stratégies internationales, on travaillait sur un acteur français, et le terme yacht, par exemple, on l'a envoyé à un cabinet de traduction qui a essayé de nous le traduire sur chacun des marchés. Sauf que yacht, c'était la location de yacht haut de gamme, ça se disait yacht sur une grande partie des marchés. Voilà, exemple de traduction complètement débile qui nous avait été envoyé par un cabinet de traduction. Donc ce qui va nous intéresser, c'est au moins des traducteurs qui ont une compréhension du SEO. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est des experts locaux qui connaissent le search. Alors là, je vais faire une digression un peu commerciale, mais qui est dans notre méthodologie. Nous, on travaille avec des experts locaux. Donc on a défini et détecté sur chacun des marchés qui nous paraissent prioritaires des experts locaux qui connaissent le search et bien sûr qui sont basés sur le marché local et qui ont l'habitude de travailler sur des problématiques de search et des grands comptes. Donc voilà un certain nombre d'exemples sur les marchés allemands, italiens, espagnols, néerlandais, suisses, russes. Et là, c'est un Suisse francophone, mais on a également un Suisse sur l'autre partie de la Suisse, un Anglais, et puis une ancienne collaboratrice qui est basée à Hong Kong et qui est chinoise. Donc ce qui va nous intéresser, c'est pas de faire de la traduction, mais de la transcréation, c'est vraiment aller chercher ces expressions idiomatiques. Alors quand je dis il faut traduire tout. Il ne faut pas traduire seulement le contenu principal de votre page. Il y a un certain nombre d'erreurs qu'on peut voir. C'est-à-dire qu'il faut traduire les commentaires. Si vous avez des commentaires, et vous le voyez sur des sites comme TripAdvisor ou Booking, ils vont traduire automatiquement les commentaires. L'enjeu, il n'est pas seulement un enjeu du X, il est également un enjeu pour le moteur de recherche. Si le moteur de recherche tombe sur une page où il y a deux langues qui se mélangent, il est complètement perdu. Les URL également. On peut se dire par facilité, je vais garder mon URL par défaut en anglais. Idéalement, il faudrait avoir les URL dans chacune des langues. Les méta-informations, bien sûr, les attributs alt, les noms des fichiers, etc. Et travailler sa popularité localement. On a parlé tout à l'heure du fait d'avoir des liens qui proviennent du pays en question. Et c'est là où on revient à nos choix techniques précédents. Si vous faites le choix de nom de domaine dédié, c'est beaucoup plus dur d'aller chercher sa popularité, de travailler sa popularité, parce que vous allez devoir créer des liens vers chacune de vos versions linguistiques. Tandis que si vous travaillez sur des sous-noms de domaine ou sur des sous-dossiers,
vous bénéficiez déjà de la popularité de la marque au global. Après, il faudra effectivement aller en chercher pays par pays, mais vous avez déjà un premier niveau de popularité grâce aux liens qui pointent d'autres pays qui, malgré tout, vous permettent d'avoir un certain niveau de popularité. Et je vais terminer avec la dernière partie, le pilotage et l'organisation d'un projet international, notamment dans des grands groupes. Comment piloter cette notion d'international. Donc, le premier élément, c'est la mesure de la performance. Comment je vais mesurer ma performance pays par pays. La notion de centrale versus locale. Comment je vais piloter ce SEO international? Est-ce que je le pilote en centrale ou est-ce que je le pilote en local auprès des pays? Est-ce que j'ai suffisamment de ressources dans les pays? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en charge du marketing, quelqu'un qui est en charge du web marketing, quelqu'un qui est en charge du web marketing qui a suffisamment de connaissances pour pouvoir dialoguer et piloter du SEO? C'est autant de questions qui sont hyper importantes. Et le partage d'expérience, on verra également. Donc en termes de pilotage, il faut avoir des outils qui vous permettent de faire des bilans de positionnement et de suivre pays par pays et zone géographique par zone géographique et de pouvoir paramétrer en fait les différents moteurs les plus importants. Donc ici, je vous ai donné un exemple d'outil qui s'appelle Advanced Web Ranking. Il en existe plein d'autres. En l'occurrence, nous utilisons celui-ci. On peut préciser en fait, de manière très précise du coup, le moteur de recherche qu'on souhaite cibler, le pays, et on peut également géolocaliser à l'intérieur d'un pays par ville ou par zone géographique à l'intérieur d'un pays. Ça peut être le département, la région ou la zone géographique du pays. Central versus local, quelle répartition des rôles et quel territoire et responsabilité on va donner dans ce jeu-là. Là aussi, comme sur les solutions techniques, il n'y a pas de solution idéale, ça va dépendre de où vous vous situez en termes de maturité SEO et quels sont vos moyens. Voilà une matrice qu'on a essayé de mettre en place sur ces organisations-là. Donc vous avez le central sur la gauche, c'est le central qui pilote. Donc le central pilote l'ensemble des opérations et le local intervient à la marge. Ça, c'est vraiment lorsqu'on a une maturité search relativement faible, qu'on a des ressources locales relativement faibles, qu'on a un historique relativement faible et que globalement, on est en train d'initier sa stratégie de search. Donc on va avoir une impulsion qui va être au niveau du central. Mais sachez que cette stratégie-là a rapidement ses limites parce que le central n'a pas cette capacité finalement à avoir une connaissance du local très précise. Donc très rapidement, nous, ce qu'on conseille, c'est de basculer progressivement vers une stratégie où on redonne la main au local sur pas mal de sujets, notamment le choix des expressions, le choix des acteurs avec lesquels on va choisir les mots-clés, le choix des acteurs avec lesquels on va piloter son search finalement. Et quitte à avoir une agence search qui va donner les grandes guidelines, va s'assurer finalement que l'ensemble des pays sont une dynamique search, mais il est essentiel d'avoir finalement au global, au local, à la fin, quelqu'un qui peut s'assurer que ce qu'on a fait répond vraiment aux exemples et aux requêtes qui sont faites en local. Voilà, j'en arrive à la fin de cette présentation relativement dense. Donc elle sera mise sur SlideShare, cette présentation, et les quelques takeaways à vous donner. Donc si on synthétise, construire sa stratégie internationale, ça passe par détecter les tendances, quels sont les marchés sur lesquels il y a de véritables tendances, quels sont les volumes de recherche, quelle est la concurrence locale, choisir une structure technique, il n'y a pas une structure parfaite, entre le nom de domaine dédié au niveau pays, un .fr, jusqu'au sous-domaine ou sous-dossier. Ça va dépendre de vos objectifs, de vos moyens. Il y a plusieurs signaux à envoyer au moteur de recherche, on l'a vu. Google, mais pas que. Si vous ciblez certaines zones géographiques, notamment la Chine, la Russie, le Japon, la Corée, la République tchèque, il va falloir composer avec des moteurs de recherche tiers. Soigner son contenu, bien évidemment. On ne fait pas de la traduction, on fait de la transcréation. On va travailler avec des experts locaux. Les dangers de la traduction à bas prix sont évidents ici. Et puis le dernier point, l'organisation, notamment dans des structures relativement importantes, elle va être clé pour s'assurer que le search soit un véritable succès. Voilà, je vous remercie. Et puis si vous avez des questions, Jean-Marc et moi-même sont à disposition. Merci Yann. Je ne savais pas que tu étais un expert dans les jeans. C'est une découverte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour répondre. Si vous voulez avoir le temps de la réflexion pour poser vos questions, vous pouvez également nous contacter. Il suffit de faire contact@search-foresight.com et on vous répondra. Par exemple, si vous avez envie d'avoir une vision de votre visibilité dans un pays, on pourra vous aider. Voilà. Donc merci beaucoup. Et très bon salon. Merci.